Arsenal. Ah là là. Il y en a des choses à dire sur ce club mythique de Première Ligue. Shalom, salam, salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Vie Incompris. Jingle. Fais pas de l'eau dans la bouteille d'eau, je rabatte ma baby elle bouddha. Augmente le son, réveille tout le bendo. Je suis à la cité comme Mangenda, sur la défensive comme Wataru Endo. Salut tout le monde, c'est votre Gadini. J'espère que vous allez bien, que les vacances se passent bien et que la hype foot commence à vous chauffer comme jamais. Nouvelle vidéo, nouvelle thématique, mais surtout de nouveaux avis tranchés. Potentiellement désastreux, mais toujours assumés. La Première Ligue reprend bientôt, et aujourd'hui, on s'attaque à un sacré morceau. Un très très gros morceau avec une fanbase très solide. Arsenal Football Club. Un club légendaire de Première Ligue, une institution même. La fameuse saison des Invincibles en 2003-2004, c'est encore dans toutes les têtes. On parle quand même de sacrés noms comme Thierry Henry, Sol Campbell, Robert Pires, Bergkamp, Patrick Vieira. C'est du très lourd. Mais ça commence à dater. 12 ans après, où en est-on ? Quel héritage a laissé cette équipe qui incarnait la gagne ? Pourquoi Arsenal est aujourd'hui perçu comme une équipe qui termine toujours deuxième, le beautiful loser, alors qu'en réalité, cette équipe elle progresse. Mais est-ce que cette progression semble bloquée ? Et en Première Ligue, progresser ça ne suffit pas. La progression c'est pas le plus impactant. Le plus impactant c'est la domination. Il faut dominer. Arsenal a terminé deuxième avec 74 points la saison passée. C'est léger pour une équipe qui vise le titre. Ils ont aussi été la deuxième équipe avec le plus de matchs nuls. Seul Everton a fait pire, avec 15. Beaucoup trop peu pour un prétendant sérieux au trophée. Mais attention, tout n'est pas à jeter, loin de là. En expected goal against, Arsenal a été la meilleure défense de Première Ligue avec seulement 39,98 expected goal against. C'est solide, très solide défensivement. Des latéraux très défensifs, avec Yoren Timber, Calafiori, Kiwior ou encore Ben White. Tous ces latéraux-là sont des latéraux très défensifs qu'ils ont même dépanné en défense centrale tellement ils sont défensifs. Un seul joueur arrive à se démarquer du lot. Bien évidemment, je parle de Zinchenko. Non, je rigole, je parle surtout de Miles Lewis-Kelly. Miles Lewis-Kelly, c'est vraiment le seul joueur à vocation plus offensive qui a joué, je le précise. Donc un peu plus offensif que les autres, provoque plus de fautes, crée plus d'actions devant les buts. Mais un seul latéral, c'est peu, sachant qu'il joue deux compétitions. Mais cette défense, au moins, elle encaisse peu. Elle encaisse très peu. Et en charnière centrale, c'est du très lourd. On parle quand même de Saliba et Gabriel. Deux défenseurs qui sont parmi les top 10 des meilleurs défenseurs du monde actuellement. Il n'y a pas de débat dessus. Et on peut mettre en place cette question-là. Est-ce que c'est la meilleure charnière centrale actuellement du monde ? On peut faire un petit débat. On peut dire que effectivement il y a Liverpool avec Van Dijk et Konaté. Effectivement il y a l'Inter avec la grosse saison de Bastoni. Mais est-ce que c'est la meilleure défense centrale ? Il y a aussi Pacho Marquinhos cette saison. Mais franchement, je pense qu'ils sont facilement dans le top 3 de la meilleure charnière au monde. Et potentiellement premier. Dans les cages, on a David Raya également qui surveille cette défense-là. Et même si je suis pas du tout fan de ce gardien-là, je préfère largement Aaron Ramsdale quand il était à Arsenal. Mais on va pas mentir, les stats sont de son côté. Il a seulement 34 buts encaissés l'année dernière, en 38 matchs de Première Ligue, ce qui équivaut soit 0,89 buts par match. Donc, je peux rien dire, je peux pas le critiquer parce qu'il fait son travail. Clairement, Arteta, défensivement, il maîtrise son sujet. Mais l'apport offensif de ses latéraux, il est quasiment nul. Franchement, si on additionne toutes les stats offensives de ces latéraux-là, on parle de stats pures, c'est-à-dire but, passe décisive. Donc si on additionne les stats de Timber, Calafiori, Ben White, Miles Lewis-Kelly, on est seulement en Première Ligue à 4 buts et 6 passes décisives cumulées. Si on fait un titre de comparaison, par exemple Ryan Aït-Nouri qui vient de signer à Manchester City par ailleurs,
fait à lui seul quasiment autant. Il a même fait mieux. Il a fait 4 buts et 7 passes décisives. C'est trop peu. Et c'est révélateur du gros problème offensif d'Arsenal. Parce que là, du coup, on voit bien qu'il y a une attaque qui manque de créativité. Offensivement, Arsenal s'est limité. Seulement 69 buts inscrits pour 61,59 d'XG, à comparer aux 93,24 d'XG de Liverpool, qui a été champion. On parle quand même de 32 de différence. Ça... Pour un club qui vise le titre, hein. Je le rappelle, c'est pas un club qui est en reconstruction, on parle d'un club qui vise le titre, qui vise tous les titres. Pareil pour les expected assists, on est à 45,46. La créativité, elle est peu présente. Enfin, pour un club qui vise 2 titres, encore une fois. On parle pas de Manchester United qui est en reconstruction, on parle d'Arsenal. Donc pour un club du top 3, je trouve que c'est un chiffre assez bas. Pourquoi ? Parce que toute la créativité repose sur 2 joueurs seulement. Saka et Odegaard. Oui, vous allez me dire, l'attaque d'Arsenal, c'est pas que Saka et Odegaard, il y a Martinelli, il y a Kai Havertz. Bon, on va parler de Martinelli. Martinelli, il est bridé. 35% de dribbles réussis cette année. Un dribble sur 3 réussi. Par match, ça fait mal. 14% de tirs convertis. Tu mets devant les cages, sur 10 tirs, il t'en met une. On parle d'un ailier, on parle pas d'un milieu central. Donc comment dire qu'offensivement, tu sais que t'as un problème sur le flanc gauche. Il pêche clairement dans le dernier geste. Saka, lui, bon, c'est du top mondial, on le sait. Tout le monde le sait. Comme ils disent même les fans d'Arsenal, c'est Starboy. Mais il a manqué d'un vrai attaquant à ses côtés. Parce que, si on regarde la liste, il y a Gabriel Jesus. Très bon joueur, du moins par le passé, mais lui aussi trop souvent blessé. Donc c'est pas un joueur sur lequel on peut vraiment compter. Kai Havertz, il dépanne en attaquant de pointe, quand il l'a fait à Chelsea pour le titre de Ligue des Champions. Il l'a fait également avec Arsenal, mais ce n'est pas son poste de prédilection. Mais il dépanne bien, mais c'est pas un buteur, c'est un milieu offensif de formation, et lui aussi par ailleurs, il se blesse pas mal de fois. Et Mikel Merino, lui, bon, c'est devenu limite un troll, parce que les fans d'Arsenal disaient qu'ils n'avaient pas besoin de neuf parce qu'ils avaient Mikel Merino, mais Merino, il l'a dépanné. Mais ce n'est pas son rôle, c'est pas un neuf. Il a été recruté pour jouer milieu central. Et Arteta, avec l'aide du directeur sportif Berta, ils ont profité de la fenêtre des transferts pour pallier à ce manque. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour pallier à ce manque ? C'est l'espoir Gyökeres. L'arrivée en grande pompe de Victor Gyökeres pourrait tout changer. Serial buteur, quasi soulier d'or, 39 buts en Liga portugaise, c'est monstrueux et effrayant à voir. Mais est-ce un vrai top buteur ? Il a cartonné en Liga portugaise ces 2 dernières années. Il n'y a pas de débat. Mais est-ce que c'est un vrai top buteur ? Quand je dis vrai top buteur, ça veut dire un joueur qui s'impose partout où il va. Pas d'histoire, pas de chichi, peu importe le système, est-ce que ça va s'imposer ? Parce que, attention, le championnat portugais, il peut être énormément trompeur. Petit rappel de quelques buteurs qui ont brillé au Portugal, mais qui ont déçu ailleurs. Petite liste non exhaustive, on a Darwin Núñez avec Liverpool. Les gens le comparaient limite avec Haaland pour dire que oui, ça va être le duel de la première ligue entre Haaland et Núñez. Finalement, il n'y a pas eu de débat. Núñez, ça a été un flop. Pas mal de ratés. C'est devenu un troll également. Heureusement que l'Arabie Saoudite est là pour aider financièrement Liverpool, parce qu'ils vont le racheter d'ici peu. Mehdi Taremi avec l'Inter, à moindre mesure. 2 fois meilleur buteur du championnat portugais. Et il s'envole côté Inter, mais la marche était trop haute. Et du coup, il a fini dans la rotation, même parfois derrière Marco Arnautovic, qui lui-même était dans la rotation. Et ça, c'est dur. On a également Bas Dost, alors lui, c'est un cas à part, parce qu'il avait des stats quasi similaires à Victor Gyökeres. Certes, à un âge plus avancé, mais après son départ, tout le monde pensait que ça allait être un vrai neuf, comme à l'ancienne et tout. À Francfort, il n'a pas réussi à s'imposer. De même pour Carlos Vinicius. Encore à moindre mesure. Meilleur buteur du championnat avec Benfica, il s'est envolé à Fulham. La première ligue, ce n'était pas pour lui, il a fini sur le banc. En plus, Arsenal est une équipe très axée sur le jeu aérien. On voit en termes de stats, sur leurs 69 buts, ils en ont mis 13 de la tête et 10 sur coup de pied arrêté. C'est quasiment 35% de leurs buts en première ligue. Mais Gyökeres, c'est pas son fort. Il n'a marqué que 7 buts de la tête dans sa carrière, soit à peine 5% de ses réalisations. Est-ce qu'il va vraiment matcher avec le jeu d'Arsenal ? Franchement, je commence à avoir un peu de doute.
et on peut en douter vraiment. Mais bon, ils n'ont pas fini qu'avec ce petit achat-là en attaque. Petit, quand on regarde le montant du transfert, c'est pas vraiment petit, mais ils ont d'autres renforts. Ils ont également Martin Zubimendi, pour remplacer Thomas Partey qui est parti libre, aux côtés de Villarreal. 70 millions d'euros, c'est beaucoup je trouve. C'est même un peu trop. Mais c'est un joueur clé et une nécessité pour Arsenal. Donc, étant donné que la demande était là, l'offre était obligée d'être un peu plus élevée. Avec Zubimendi, Rice et Odegaard au milieu de terrain, ça commence à avoir fière allure. Je commence à me dire que c'est un milieu de terrain qui peut rivaliser parmi les meilleurs milieux de terrain du monde. T'as Rice un peu plus en retrait, Zubimendi et Odegaard pour la créativité. C'est joli à voir. À voir ce que ça va donner maintenant sur le terrain, si ça va matcher ensemble. Et devant, aux côtés de Saka et Gyökeres, il manquait le joueur pour remplacer Martinelli. Et là, nouvelle recrue également, Noni Madueke, en provenance de Chelsea. C'est un profil similaire à Martinelli, mais il y a quelques petites stats qui jouent en sa faveur et d'autres au contraire. On va parler encore des dribbles. En termes de dribbles réussis, Madueke c'est 45% la saison passée. 35% pour Martinelli. Mais 45% pour Madueke, on a un petit step-up. À voir ce que ça va donner. C'est toujours mieux. Mais c'est pas aussi significatif qu'on le pense. Mais c'est mieux. Par contre, en termes de conversion de tir, là c'est problématique. Parce que Martinelli était à 14% et on commençait déjà à dire que c'est très peu, c'est mauvais. Mais Madueke c'est 9%. C'est pire. Et en plus de ça, il a certes du potentiel, il n'a pas de garantie. Et surtout, il a joué seulement 12 matchs comme ailier gauche. Est-ce qu'Arteta va réussir à l'intégrer dans le système ? Ça, c'est une vraie interrogation. Parce que 12 matchs, encore une fois, c'est très peu. On parle d'Arsenal qui a besoin de certitude. Et Madueke n'est pas une certitude en tant qu'ailier gauche. En tant qu'ailier droit, oui, mais à ce prix-là, on ne fait pas jouer un joueur en backup de Bukayo Saka. Quand tu achètes un joueur à ce montant-là, c'est pour le mettre titulaire. À part si t'es un club saoudien à la limite, mais ce n'est pas le cas. Donc clairement, mettre Madueke à gauche alors qu'il n'a fait que 12 matchs, j'espère vraiment que Berta et Arteta, ils ont la vision sur ça. Donc, en plus de ça, si on prend en compte Trossard qui part potentiellement au Borussia Dortmund, ça va laisser un vrai trou à gauche. Et malgré le recrutement, personnellement, je pense qu'il manquera toujours un vrai ailier gauche d'impact. Il y avait la rumeur Rodrigo, Arsenal s'y est intéressé. C'est un fait. Mais le prix était trop élevé. Et en plus de ça, Rodrigo, il commence un petit peu à parler une autre langue. Il commence à vouloir rester finalement du côté du Real Madrid pour essayer de s'imposer. À voir, le mercato est encore long. Il reste encore quasiment un mois, donc ce n'est pas encore fermé. Alors, est-ce qu'il y aura un titre ou pas ? Est-ce que le mercato va suffire à offrir à Arteta son premier titre de Première Ligue ? Peut-être. Est-ce que le problème offensif semble partiellement comblé ? Peut-être. Est-ce qu'il va demander à ses nouveaux joueurs de s'intégrer à son système ou plutôt va-t-il changer de système de jeu pour s'adapter à leur jeu ? Ça, c'est problématique. Parce que Arteta, ça fait maintenant 5 ans qu'il essaie d'imposer son système de jeu. La première année, je la compte pas. Mais 5 ans qu'il essaie d'imposer son système de jeu. Je pense pas qu'il va changer de système de jeu pour intégrer Gyökeres et Madueke. Zubimendi, je pense qu'il va fitter rapidement. Mais pour Madueke et Gyökeres, je pense pas qu'il va changer de système de jeu pour eux. Je pense qu'il va leur dire de s'imposer dans ce système-là. Mais Gyökeres devra très vite s'intégrer dans ce système offensif exigeant. Et il faudra voir si Madueke s'adapte à un rôle inédit pour lui. Et ça va être la principale question, le principal problème d'Arteta. En plus, il démarre fort. Sur les 6 premières journées, ils affronteront 4 équipes du top 7 de la saison passée, qui sont Liverpool, tenant du titre, Nottingham Forest, Manchester City et Newcastle. On parle quand même de 4 gros matchs. Très gros matchs. En plus de ça, Manchester United en première journée, qui est en pleine reconstruction et dont on a fait une analyse dans la vidéo précédente.
Donc un match déterminant pour la saison d'Arsenal. Et enfin, Leeds, le petit poussé de cette liste. Mais on parle quand même d'un champion de Championship la saison passée, en étant une machine de guerre offensive. On parle quand même d'une entrée en matière ultra déterminante pour la saison d'Arsenal. Et vous les fans d'Arsenal, vous en pensez quoi de votre équipe cette saison ? Est-ce qu'elle est enfin prête à gagner un trophée majeur ? Est-ce qu'elle va réussir à gérer Ligue des Champions, Première Ligue ? Est-ce que vous croyez toujours au projet Arteta ? Parce qu'on lui a laissé du temps. Est-ce que pour vous, c'est la saison déterminante d'Arsenal ? Est-ce que pour vous, c'est là où on va vraiment juger Arteta parce qu'il a tous les éléments pour ? Dites-le moi en commentaire. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. C'était Dini, dans La Vie Incompris.